Alors on a tous au moins déjà entendu une fois les noms genre de Jeffrey Dahmer, Jack l'Éventreur ou encore Ted Bundy. Mais quelles sont les raisons qui les ont poussés à commettre ces crimes affreux? Les serial killers nous fascinent tous depuis tant d'années. Mais du coup, qui sont-ils vraiment? Sont-ils nés comme ça, ou le sont-ils devenus à cause de leur passé? Derrière ces affaires atroces se cachent souvent des motivations ancrées, et des psychologies aussi troublantes que complexes. Salut, c'est Xeus, et bienvenue à tous sur ma chaîne, la première chaîne YouTube entièrement consacrée aux serial killers. Ici, vous allez retrouver 2 vidéos par mois, on va essayer de décrypter ensemble la psychologie des plus grands tueurs en série. Le but sera bien évidemment pas de glorifier leurs actes, mais de comprendre ce qui les ont poussés à commettre ces crimes. Mais avant de parler de cas comme Ed Kemper ou Gilles de Rais par exemple, il me semble important de revenir sur 2-3 notions. Alors accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous hanter bien plus que vous ne le pensez. Alors premièrement, c'est quoi un tueur en série? Bah oui, parce que quand on pense tueur en série, on imagine souvent des monstres tapis dans l'ombre, qui vivent un peu en marge de la société. Des silhouettes inquiétantes, presque irréelles, issues de films d'horreur ou de romans policiers. Mais avant de plonger dans leurs affaires les plus sordides, il faut comprendre ce qui définit vraiment un meurtre en série. Alors un tueur en série, c'est quelqu'un qui tue au moins 2 ou 3 personnes, selon les définitions, dans des contextes différents et à des moments distincts, et avec ce qu'on appelle une période de refroidissement entre chaque meurtre. Et c'est cette pause, ce silence entre les 2 crimes, qui le distingue d'un simple meurtrier, d'un spree killer ou d'un tueur de masse par exemple. Car cette attente n'est pas anodine. Elle montre que l'acte est réfléchi, prémédité et même souvent ritualisé. Selon le FBI et d'autres experts en criminologie, c'est cette période d'accalmie qui permet aux tueurs de revivre mentalement ces actes, de jouir de leurs souvenirs et même parfois de planifier la suite, ou simplement d'attendre que l'envie, la pulsion revienne. Un tueur en série, par définition, ne s'arrête pas, il recommence. Encore et encore. Il tue jusqu'à ce qu'il soit arrêté, meure ou perde la capacité d'agir. Et c'est là qu'on commence à voir des différences fondamentales entre d'autres types de meurtriers. D'abord le tueur de masse. Lui il frappe une seule fois, mais tue le plus de victimes possible au même endroit et en un court laps de temps. Son objectif souvent c'est de faire parler de lui, de marquer l'histoire ou de se venger d'une communauté, d'un groupe ou d'une institution. Il agit souvent avec des armes à feu et dans la majorité des cas, il meurt sur place, soit par suicide ou par intervention policière. Un exemple tristement célèbre, c'est le cas d'Eric Harris et Dylan Klebold, les 2 élèves de Columbine, qui ont tué 13 personnes avant de se donner la mort dans leur lycée en 1999. Le spree killer, lui, commet plusieurs meurtres sur une courte période, mais en des lieux différents, sans réelle planification et sans pause entre les crimes. Il agit dans une sorte de frénésie incontrôlable, souvent déclenchée par une rupture psychologique brutale. Il est en cavale, en crise, porté par une rage immédiate. Un exemple marquant, c'est le cas d'Andrew Cunanan, qui a assassiné 5 personnes, dont le créateur de mode Gianni Versace en 1997. Le tueur en série, lui, prend son temps. Il observe, sélectionne et attend. Chaque meurtre est pensé, souvent mis en scène, et s'inscrit dans une sorte de logique interne, parfois incompréhensible pour le commun des mortels. Certains passent des semaines, d'autres attendent des mois, voire des années. Mais ils recommencent toujours et toujours, car le meurtre devient une nécessité, un besoin, voire même une gratification personnelle. Contrairement au cliché populaire du jeune homme blanc, isolé, regard vide, élevé dans la violence, la réalité est beaucoup plus nuancée. Certains sont même mariés, ont des enfants, un travail stable, une vie sociale active. Parfois même ce sont des figures respectées dans leur communauté, des voisins en apparence sans histoire, et pourtant, derrière cette façade lisse, il y a l'horreur absolue. Prenons le cas de Dorothy Puente, par exemple. Une femme âgée, polie, gentille, qui tenait une maison de retraite à Sacramento. En 1988, plusieurs corps sont retrouvés enterrés dans son jardin. Des pensionnaires qu'elle a empoisonnés ou étranglés simplement pour voler leur pension. Car elle, ce n'est pas le sadisme qui l'animait, ni le plaisir sexuel, c'était l'argent. Et pourtant, cela fait d'elle bel et bien une tueuse en série. Mais comme elle ne correspond pas à l'image du monstre sanguinaire, personne ne l'a soupçonnée avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ça le vrai danger. Des définitions trop rigides, des stéréotypes trop marqués qui nous font passer à côté de la réalité. Les médias, eux, adorent les cas les plus extrêmes. Ils leur donnent des surnoms, des titres sensationnalistes, l'étrangleur de Boston, le boucher de Plainfield, le tueur de la Green River. Les détails sordides sont mis en avant, les faits deviennent presque des fictions, et le public en redemande. Mais pendant qu'on s'attarde sur des tueurs stars, d'autres agissent dans l'ombre, sans faire de bruit, invisibles, mais tout aussi dangereux. Les premières études menées sur les tueurs en série ont très vite mis en lumière un constat essentiel. Tous ne se ressemblent pas. Et même si on peut se dire c'est assez logique, c'est important de le clarifier. Certains planifient leurs crimes avec une précision glaciale, pendant que d'autres agissent dans un chaos total. Et c'est ce premier grand clivage qui a mené à une distinction fondamentale, les tueurs organisés et les tueurs désorganisés.
Le tueur organisé se glisse dans nos vies un peu comme un caméléon. Travailleur consciencieux le jour, prédateur insaisissable la nuit, il passe des jours, parfois des semaines, à étudier les habitudes de sa future victime, son trajet pour aller au travail, ses rencontres régulières, ses heures de promenade. Lorsqu'il passe à l'acte, tout est minutieusement orchestré. Il choisit un endroit qu'il connaît parfaitement, débarrasse la scène de toute empreinte, porte des gants pour ne pas laisser des traces de peau et se disperse avec une précision chirurgicale. À l'extérieur, il mène souvent une existence sans histoire. Un mariage heureux, des voisins qu'il trouve avenants, un emploi stable. Et c'est cette dualité parfaite qui lui permet de faire naître un sentiment d'impuissance chez les enquêteurs, qui cherchent en vain la faille dans ce profil inébranlable. À l'autre extrémité du spectre se trouve le tueur désorganisé, plus impulsif et chaotique. Chez lui, la planification est quasiment inexistante. La pulsion de tuer surgit comme un éclair, déclenchée par une voix intérieure, une hallucination ou une crise psychotique. Sa scène de crime est un véritable champ de bataille. Meubles renversés, traces de sang partout, objets personnels éparpillés. Incapable de prendre du recul, il agit sous le coup de sa folie. Sa négligence dans l'effacement des indices le conduit souvent à une arrestation rapide. Ce type de meurtrier vit souvent en marge de la société, sans attache familiale solide, plongé dans un quotidien fait d'isolement et de délires qui finissent par le submerger. Mais avec le temps, les enquêteurs ont compris que la distinction entre tueur organisé et tueur désorganisé était trop simpliste. Un tueur peut être organisé sur certains aspects, mais désorganisé sur d'autres. Et c'est pourquoi les criminologues, notamment Ronald Holmes et Stephen Holmes, qui ne sont pas frères et qui n'ont aucun lien de parenté avec Sherlock Holmes, je tiens à le préciser, ont développé une classification plus précise basée sur les motivations des tueurs en série. D'abord, le tueur visionnaire. Le tueur visionnaire est caractérisé par un délire psychotique intense, où il croit recevoir des ordres impératifs d'entités invisibles. Dans la classification criminologique, ce type de meurtrier agit sous l'emprise de phénomènes hallucinatoires. Il entend des voix réelles pour lui, parfois attribuées à un dieu, un démon ou à un être décédé, qui lui ordonne de tuer. Ces hallucinations auditives, dites mandatoires, sont perçues comme extérieures à sa pensée, si vivaces qu'il a l'impression qu'on lui parle de l'extérieur. Elles prennent souvent la forme de commandements clairs et insistants, qui peuvent pousser la personne à accomplir des actes violents, même contre sa volonté. Pour le tueur visionnaire, ces voix détiennent une autorité incontestable. Ils se croient possédés ou guidés par une force surnaturelle, ce qui explique qu'ils obéissent sans état d'âme. Derrière ce profil se cache généralement une psychopathologie sévère. Le tueur visionnaire présente souvent des signes de schizophrénie ou d'autres psychoses aiguës. Dans la schizophrénie, les voix entendues reflètent des angoisses profondes ou des croyances délirantes. Persécution, grandeur divine, etc. Le tueur ne questionne pas ses perceptions, ce qui le rend particulièrement dangereux. Au moment du passage à l'acte, il est souvent en proie à une anxiété extrême ou dans un état de transe. Certaines victimes qui en sont sorties ont décrit l'assassin comme semblant hypnotisé ou guidé. Techniquement, on parle même parfois d'automatisme mental. Le meurtrier n'a pas l'impression d'agir pleinement de son propre chef. Ces éléments expliquent le caractère particulièrement sanglant et rituel des crimes visionnaires. L'assassin ne tue pas pour une gratification personnelle concrète, comme l'argent, le sexe, mais pour obéir à un ordre intérieur qui a valeur de vérité absolue à ses yeux. Et c'est cette conviction inébranlable, fruit d'un délire psychotique, qui rend son passage à l'acte si brutal et incompréhensible pour le commun des mortels. Toutefois, il faut faire attention quant à la classification de ce type de tueurs en série. Lorsqu'ils sont appréhendés, les tueurs en série présentent soudain un masque de folie et prétendent qu'ils ont de multiples personnalités ou qu'ils sont atteints d'une pathologie sévère. Tout y passe pour échapper à leurs responsabilités. Car grâce à ces possibles pathologies, un tueur en série peut échapper à la peine de mort. Contrairement aux tueurs visionnaires, qui comme on l'a vu, agissent sous l'influence de voix ou de forces surnaturelles imaginaires, le missionnaire est parfaitement lucide. Il n'obéit pas à des hallucinations, mais à un système de croyances rigide, forgé à partir de normes morales déformées, d'une haine ciblée ou d'un besoin impérieux de purification sociale. Il se voit comme un instrument de justice, un justicier autoproclamé, investi d'une mission morale qu'il considère comme indispensable au bien de l'humanité. Le tueur missionnaire sélectionne ses victimes selon des critères stricts, souvent en fonction de leur appartenance à un groupe qu'il juge nuisible. Prostituées, sans-abri, toxicomanes, minorités ethniques. Dans sa logique, ces personnes ne sont pas des individus à part entière, mais les représentantes du mal collectif qu'il convient d'exterminer. Chaque meurtre est donc justifié à leurs yeux. Ils ne font rien de mal, c'est juste un acte de salubrité publique. Cette froideur calculée et cette conviction d'agir au nom d'une cause supérieure font du tueur missionnaire un criminel extrêmement dangereux, car il agit avec méthode, détermination et sans remords. Il n'éprouve ni haine explosive ni plaisir sadique, il tue par devoir moral, ce qui rend son comportement d'autant plus glaçant. Historiquement, certains des plus célèbres tueurs missionnaires ont revendiqué leur rôle de nettoyeurs sociaux. Jack l'Éventreur par exemple, bien que son identité reste un mystère, a ciblé exclusivement des prostituées. Plus récemment, certains tueurs
tueurs contemporains ont affirmé agir pour nettoyer les rues, purger la ville de la corruption ou éliminer les impurs. Passons maintenant aux tueurs de pouvoir et de contrôle. Ce qu'il recherche lui, c'est la maîtrise totale de sa victime. Un contrôle absolu qui ne s'exprime pas non seulement dans la manière de tuer, mais dans tout ce qui le précède, c'est-à-dire la traque et la capture de la victime. Pour lui, la mort n'est qu'une finalité nécessaire, un aboutissement logique après avoir soumis, brisé et réduit l'autre à l'état de chose. Ce type de tueur ne se contente pas d'éliminer. Il construit une relation asymétrique, un théâtre cruel dans lequel il est le seul maître, et où la victime n'a plus aucune autonomie, ni physique, ni mentale. Son plaisir, lui, naît de cette emprise. Il peut prendre le temps de priver sa proie de repères, de la couper du monde, de la faire douter de sa propre valeur, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un corps soumis à ses moindres décisions. Il s'agit là d'un pouvoir fondamentalement sadique, qui ne trouve sa jouissance ni dans le sexe, ni dans la mort, mais dans l'expérience même de la domination. Là où d'autres tueurs, eux, vont chercher le plaisir ou la purification, lui cherche juste l'extinction progressive de l'humanité chez l'autre. Et dans ce face-à-face déshumanisant, il ne reste plus que deux figures, le dominant et le dominé. Et maintenant, passons au type de tueur le plus présent dans les cas de serial killer, le tueur hédoniste. Alors qu'est-ce qu'un tueur hédoniste ? Et bah c'est sans doute l'un des plus terrifiants, parce que lui, il n'est pas motivé par un délire mystique ou quoi comme les autres. Lui, sa seule motivation, c'est le plaisir de tuer. Chez lui, l'acte de meurtre est une source de jouissance, une jouissance qui peut être sexuelle, émotionnelle ou symbolique. Ce type de tueur perçoit la victime non pas comme un être humain, mais comme un objet de gratification personnelle, un outil destiné à satisfaire une pulsion intérieure. Dans ce type de cas, le rapport au corps est central. Il ne s'agit pas simplement de tuer, mais d'explorer les limites du pouvoir sur la chair vivante. Cela explique la fréquence des mutilations post-mortem, des pratiques nécrophiles ou même du cannibalisme, mais aussi l'habitude qu'ont certains de ces tueurs de prélever des trophées. Ça peut être un bijou, un vêtement, une mèche de cheveux, mais ça peut être encore plus sinistre, comme un organe, voire des fragments de peau. Ces fragments de crime sont conservés avec soin, parfois exposés dans des cachettes secrètes, et permettent au tueur de revivre l'excitation du meurtre, de prolonger le frisson dans l'intimité de sa mémoire. Chaque objet devient ainsi un vestige sacré de son plaisir. Et c'est peut-être ça qui rend le tueur hédoniste si troublant. Comme on l'a dit, il ne tue pas par obligation, ni pour obéir à une voix, ni même pour défendre une cause. Il tue juste par choix. Son moteur n'est ni la folie, ni la justice, mais le plaisir brut, sans justification. Et c'est précisément cette absence d'idéologie qui rend ces crimes si difficilement compréhensibles. Car il ne cherche pas à convaincre, il cherche à ressentir des émotions. Alors attention, certains cas sont plus complexes. Comme pour tout le monde, les tueurs en série, on ne peut pas les généraliser, ni les mettre dans des cases précises. Mais ces types de personnalités permettent aux enquêteurs de mieux pouvoir les cerner. Alors en entendant tout ça, il est légitime de se demander, et si certaines personnes ne naissent-ils pas juste comme ça, intrinsèquement mauvais? Il semble que chez certains tueurs en série, la violence sadique émerge très tôt dans leurs esprits. Ed Kemper décapitait déjà les poupées de sa sœur lorsqu'il était enfant. Un jour, il aurait même confié vouloir embrasser son institutrice, en ajoutant « Mais si je l'embrasse, je devrais la tuer avant ». Dans d'autres cas, c'est une enfance marquée par des sévices extrêmes qui semblent avoir façonné ces individus. Albert de Salvo, surnommé l'étrangleur de Boston, a été littéralement vendu comme esclave par son propre père, alcoolique et violent. Nombre d'assassins sadiques évoquent des enfances rythmées par des abus sexuels répétés, des sévices physiques et un environnement profondément instable. Alors il est donc tentant de penser que les traumatismes subis dans l'enfance sont l'un des éléments déclencheurs du comportement des tueurs en série. Cependant, il faut garder à l'esprit que bien des enfants ayant vécu des abus n'ont jamais basculé dans la violence ou le meurtre. Le fait d'avoir été une victime dans son enfance ne mène pas forcément à une vie criminelle. Et j'ai envie de dire tant mieux. Des milliers de jeunes filles subissent des abus et pourtant très peu deviennent des femmes violentes ou sadiques. Ainsi, si les sévices subis pendant l'enfance ne suffisent pas à expliquer à eux seuls les actes de ces criminels, ils représentent néanmoins un facteur récurrent et significatif dans leur passé. Dans son ouvrage Serial Killers, Joel Norris décrit la violence comme un phénomène qui se transmet de génération en génération. Les parents qui brutalisent leurs enfants, que ce soit physiquement ou psychologiquement, leur inculquent une tendance presque instinctive à recourir à la violence face aux épreuves de la vie. Certains adultes pensent qu'une éducation dure et sévère renforcera leurs enfants. Mais en réalité, cette approche peut créer une distance affective néfaste, empêchant la formation d'un lien d'attachement solide entre l'enfant et ses figures parentales. Sans ce lien fondamental, l'enfant grandit sans savoir faire confiance, ce qui peut l'amener à s'isoler et à nourrir des fantasmes violents comme unique échappatoire. Et cet enfant ne développe pas de compassion envers les autres. Au contraire, il aurait plus tendance à se renfermer sur lui-même
et voyant les autres êtres humains comme des ennemis. Alors lorsqu'on admet que les parents peuvent jouer un rôle déterminant dans la future croissance des tueurs en série, on découvre souvent une figure parentale très défaillante. Et la mère est très souvent la cible principale des critiques. On la décrit souvent comme trop autoritaire, ou à l'inverse trop absente, ou même avec une sexualité trop dévergondée. Mais la mère n'est pas la seule coupable. Si on se focalise souvent sur cette dernière, c'est parce que le père, lui, est souvent absent ou passif. Et lorsqu'ils sont là, c'est pas forcément mieux. Ils sont souvent alcooliques, ou violents envers les enfants, voire leur propre femme. Alors parlons d'abord de la mère. Dans l'imaginaire collectif, la figure de la mère occupe une place écrasante. Certains chercheurs estiment d'ailleurs que les tueurs en série cherchent à travers leurs actes à échapper à cette emprise maternelle. Quand ces hommes semblent encore dépendants de leur mère, il devient facile de les réduire à l'image de fils à maman, incapables de devenir adultes. Peut-être ce cliché nous rassure-t-il, car il offre une explication simple à des comportements extrêmes. D'autant plus dans notre époque, où l'éducation des enfants fait l'objet d'une attention constante. Il reste cependant troublant de constater que dans plusieurs cas, les méthodes d'éducation imposées par certaines mères de tueurs en série présentent des similitudes avec les actes violents perpétrés par leurs enfants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il serait réducteur de penser que seules les mères peuvent perturber le développement psychologique des tueurs en série. Les papas, eux aussi, ont leur rôle à jouer. Lorsqu'ils sont absents, violents ou abusifs, leur influence peut tout aussi être marquante. Le père de John Wayne Gacy ne cessait de rabaisser son fils, l'affublant d'insultes telles que fillette ou encore bon à rien. Souvent ivre et brutal, il n'hésitait pas à frapper sa femme, et alla jusqu'à tuer le chien préféré de John pour lui infliger une punition. Plus tard, lorsque Gacy étranglait ses jeunes victimes, il est poussé à faire preuve de courage face à la mort. Selon Joel Norris, ce rituel macabre représentait peut-être pour Gacy une manière de reconstruire une virilité qui estimait avoir été anéantie par son père. Quant à Albert de Salvo, son enfance fut également marquée par la violence paternelle. Son père faisait entrer des prostituées au domicile familial et frappait sa femme avec une extrême cruauté. Un jour, devant les yeux d'Albert, il lui brisa chaque doigt un par un. Pire encore, il vendit ses enfants, Albert compris, à un fermier du Maine comme esclaves. Leur mère les rechercha désespérément pendant plus de 6 mois. Et encore, j'ai envie de vous dire, ça c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir des pères présents à la maison. Parce que dans de nombreux autres cas, et malheureusement pas que dans ceux des serial killers, le père n'assume tout simplement pas son devoir paternel. Mais alors du coup, que se passe-t-il si le père et la mère sont tous les deux absents ? L'adoption, bien qu'elle ne soit pas en soi un facteur déclencheur de violence, peut parfois jouer un rôle dans la construction psychologique de certains individus au profil instable. Deux aspects principaux méritent d'être soulignés. D'une part, l'adoption ravive la question de l'héritage génétique. En effet, les traits de personnalité ou troubles éventuels des parents biologiques peuvent-ils se transmettre ? D'autre part, la révélation de l'adoption peut déstabiliser un enfant déjà fragile, nourrissant chez lui des fantasmes confus sur ses origines. Ce brouillard identitaire, couplé au sentiment d'abandon, peut engendrer une faille intérieure difficile à combler. Car dans certains cas, le mal-être s'amplifie lorsqu'un enfant adopté tente de renouer avec ses racines biologiques, pour ne rencontrer qu'un nouveau rejet. C'est ce qui arriva par exemple à David Berkowitz. Après avoir retrouvé sa mère biologique, il dut faire face à son indifférence, une blessure profonde qui aurait contribué à la genèse du personnage qui s'est construit, le fils de Sam. Ce pseudonyme serait, selon certains analystes, une manière de s'inventer une figure paternelle de substitution, d'endosser enfin un rôle de fils là où la réalité l'avait exclu. Il convient donc de rappeler que l'adoption, même si elle n'est peut-être pas vécue douloureusement par certains, n'est en rien un facteur déterminant vers la criminalité. De nombreux enfants adoptés grandissent de façon équilibrée et ne développent jamais de comportements violents. Ce n'est qu'en présence d'autres facteurs, que ce soit psychologiques, sociaux ou même familiaux, que l'adoption pourrait, dans de rares cas, devenir un élément aggravant. Certains tueurs expliquent que leur fascination pour la cruauté ou le sang prend racine dans des expériences choquantes vécues durant leur enfance. Ed Gein, par exemple, évoquait les dissections d'animaux de ferme comme les premières images ayant éveillé en lui des pensées inquiétantes. Et c'est pour ça que des enfants, ayant grandi dans des cadres difficiles, commencent à commettre des larcins dès leur plus jeune âge. Mais quand t'es un mineur, tu tombes pas dans la case prison. Tu vas d'abord dans une maison de correction. Les maisons de correction du début du XXe siècle n'avaient de correctif que le nom. Loin d'améliorer le comportement des jeunes délinquants, elles les soumettaient à des traitements cruels, presque médiévaux, qui ont souvent renforcé leur violence plutôt que l'apaiser. Les récits de gardiens sadiques, de punitions humiliantes et de violences extrêmes sont fréquents dans les témoignages d'anciens pensionnaires devenus tueurs en série. Aujourd'hui, heureusement, ce type de discipline est officiellement banni. Karl Panzram, considéré comme l'un des criminels les plus brutaux de l'histoire américaine, a été enfermé très jeune pour délinquance juvénile. Mais les sévices subis en détention n'ont fait qu'amplifier sa haine du monde. Un autre facteur souvent présent dans le parcours des nombreux tueurs en série est l'isolement social durant l'enfance. Rejetés par leurs camarades ou incapables de créer des liens, ces enfants développent un rapport au monde marqué par la solitude. Henry Lee Lucas, déjà d'un naturel timide, était régulièrement moqué à cause de son œil de verre.
conséquence d'un accident. Il expliqua plus tard que ces humiliations l'avaient conduit à haïr l'ensemble de l'humanité. Kenneth Bianchi, lui aussi isolé, souffrait de troubles variés dès l'enfance. Un rapport médical de l'époque mentionne que le garçon fait dans son pantalon, ne se fait pas d'amis facilement et a des tics nerveux. Les autres enfants se moquent de lui. Quant à Jeffrey Dahmer, il affichait dès l'enfance une indifférence sociale marquée, riait face à la souffrance des autres et sombra dans l'alcoolisme dès l'adolescence. Alors quelque chose qu'on entend souvent aussi est la fameuse triade des symptômes, ou triade de McDonald's. Et là je vous parle pas d'un petit menu burger, frites, coca. Lâchez mes 12 Lâchez mes 12 Certains tueurs en série développent dès l'enfance des symptômes assez inquiétants. Cette triade est composée, comme son nom l'indique, de 3 éléments. La cruauté envers les animaux, la pyromanie et l'énurésie. Cette triade a longtemps été évoquée comme un ensemble d'indicateurs précoces d'une violence future. Bien que cette théorie soit aujourd'hui sujette à débat, ces 3 éléments apparaissent effectivement de manière récurrente dans de nombreux parcours criminels. La cruauté envers les animaux peut s'apparenter à un entraînement au meurtre. Les sévices infligés aux animaux sont souvent interprétés comme des prémices à des violences plus graves. Robert Ressler explique que de tels actes peuvent s'installer si l'enfant ne subit ni conséquences ni opposition. Il alimente alors un processus d'apprentissage basé sur la répétition. Si l'agression est sans sanction, elle est renforcée. L'isolement social accentue encore cette dynamique. L'enfant rejeté par ses camarades trouve dans la souffrance d'autrui un sentiment de contrôle, voire de puissance. Ed Kemper a ainsi commencé par enterrer vivant le chat de la famille avant de le décapiter. Le feu, par sa puissance destructrice, exerce une véritable fascination sur certains tueurs. Pour eux, mettre le feu devient un exutoire, parfois même une source d'excitation sexuelle. Peter Kürten, Otis Toole, David Berkowitz ont tous été attirés par les incendies. La destruction d'un bâtiment devient une métaphore de ce qu'ils feront plus tard à des êtres humains. La destruction totale sans empathie d'un objet. Moins spectaculaire mais tout aussi révélatrice, l'énurésie, le fait d'uriner au lit. Ce trouble profondément intime est souvent vécu dans la honte, surtout lorsqu'il s'accompagne de punitions sévères ou d'humiliations parentales. Alors l'enfance peut certes influencer le développement psychologique d'un futur tueur en série, mais elle n'excuse pas tout. Les traumatismes, les abus ou même le manque d'affection sont des éléments qu'on retrouve souvent dans la biographie de ces criminels. Mais ils ne peuvent pas être considérés comme l'unique déclencheur. Nombre de tueurs blâment leur famille ou leur passé, cela leur permet de fuir leurs responsabilités ou de provoquer l'empathie chez les jurys et même chez l'opinion publique. Mais si une enfance malheureuse suffisait à faire naître un tueur en série, pourquoi leurs frères et sœurs, élevés dans le même cadre, ne deviendraient-ils pas eux aussi des meurtriers? Ce constat nous oblige donc à aller plus loin. Il est donc nécessaire d'aller creuser dans la psychologie interne des tueurs en série. Je suis le fils de pute le plus froid que vous ayez jamais rencontré, a dit Ted Bundy. J'aimais tout simplement tuer. Je voulais tuer. Alors d'où provient cette pulsion? Et pourquoi est-elle si intense? Si nous éprouvions aussi ce désir, serait-on capable de la réfréner? Il nous arrive parfois d'éprouver de la colère ou des pulsions sexuelles considérées comme inacceptables. Pourtant, nous possédons une sorte de barrière intérieure qui maintient nos démons enfermés. Qu'il s'agisse de morale ou de normes sociales, ces freins internes sont ignorés, voire écrasés par les psychopathes par exemple. Ces individus libèrent leur monstre intérieur et deviennent presque les prisonniers de leurs pulsions violentes. Mais qu'est-ce qui les rend si différents? Les tueurs en série avancent souvent différentes justifications à leurs actes. Henry Lee Lucas a pointé du doigt son enfance difficile. D'autres, comme Jeffrey Dahmer, affirment être nés avec une part manquante en eux. Ted Bundy, quant à lui, a déclaré que c'est la pornographie qui l'avait poussé à violer puis à tuer. La plupart du temps, les tueurs en série sélectionnent des victimes plus vulnérables qu'eux. Ils cherchent des proies faciles à contrôler, afin de ne pas compromettre leur fantasme de toute puissance, celui du prédateur dominant entièrement sa victime. Souvent, leurs victimes correspondent à un type précis, à une image qui porte pour eux une forte charge symbolique. Bundy, par exemple, s'en est pris à des jeunes femmes aux longs cheveux bruns, souvent étudiantes ou lycéennes. Les tueurs en série s'adressent rarement à leurs victimes, et cela de manière intentionnelle. En établissant un lien personnel, ils risqueraient de percevoir leur cible comme un être humain à part entière, ce qui ruinerait totalement leur fantasme. Ils sont pour beaucoup des sadiques, tirant une jouissance perverse de supplices infligés à leurs victimes. Il leur arrive même de les ramener à la limite de la conscience après les avoir presque tués, uniquement pour prolonger leur souffrance. Gacy, par exemple, demanda à l'un de ses captifs « Qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu sais que tu vas mourir ?» Ce qu'il recherche alors, comme on l'a vu plus tôt, est une domination totale, contrôler, soumettre et en quelque sorte posséder l'autre. Mais dès que la victime rend son dernier souffle, il se retrouve de nouveau seul,
abandonnés à leur colère insondable et à leur propre haine. Alors peut-on reconnaître un tueur en série en se baladant dans la rue ? Instinctivement, nous nous méfions des individus perturbés. Mais en réalité, si vous voulez vraiment échapper à un psychopathe meurtrier, éloignez-vous plutôt des gens bien habillés, aimables, polis, au sourire rassurant, qui vient vers vous avec assurance. Les tueurs en série passent souvent inaperçus. Ils se fondent dans la masse, protégés par leur apparente normalité. La majorité étant des psychopathes, ils sont incapables d'éprouver une véritable empathie ou d'entretenir une relation authentique avec autrui. Pourtant, ce sont d'excellents comédiens, habiles à feindre des émotions et à mentir avec un naturel déconcertant. Les psychopathes en général affectionnent tout particulièrement les rôles où ils détiennent une forme d'autorité. Beaucoup adoptent l'apparence ou les attitudes de policiers. Le simple fait de porter une insigne ou de conduire un véhicule ressemblant à ceux des forces de l'ordre ne satisfait pas seulement d'un besoin d'importance. Cela donne aussi un pouvoir, celui d'approcher facilement des victimes qui, autrement, auraient gardé leur distance avec un inconnu. Au 19e siècle, on qualifiait les pathologies telles que la psychopathie ou la sociopathie comme de la simple folie morale. Aujourd'hui, on parle de troubles de personnalité antisociale. Les spécialistes s'accordent à dire que ces pathologies résultent d'un mélange complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, une sorte de cocktail toxique qui affecte profondément les capacités relationnelles. Ce trouble se manifeste par un comportement chroniquement antisocial, une absence totale de remords, un vide affectif profond. Les sociopathes n'apprennent pas de leurs erreurs. La prison, par exemple, n'a que peu d'effet sur eux. Ils ne forment pas de lien affectif authentique et perçoivent les autres comme de simples pions à manipuler. A l'inverse du sociopathe, dont les réactions sont souvent impulsives, le psychopathe, lui, agit avec un sang-froid glaçant. Lorsqu'ils traquent leur proie, les psychopathes ne sont pas guidés par une colère explosive ou incontrôlée, mais par un calme glacial. Dans cette phase prédatrice, le psychopathe cherche une victime bien précise, une figure idéalisée qu'il pourra ensuite dominer, humilier, puis anéantir. Ce processus n'est pas seulement une agression physique, mais aussi une tentative symbolique de destruction d'un ennemi intérieur. Les psychopathes connaissent parfaitement la différence entre le bien et le mal. Ils savent ce que la société attend d'eux, et agissent comme s'ils adhéraient sincèrement à ces normes. C'est justement cette capacité à feindre la normalité qui les rend si dangereux. Leur masque de respectabilité peut facilement tromper même les professionnels les plus aguerris. L'un des cas les plus troublants de ce type de tromperie est celui d'Edmund Kemper. Lors d'une évaluation psychiatrique, 2 experts ont conclu qu'il ne représentait plus aucun danger. Ils se sont laissés séduire par son calme, son intelligence et son discours articulé. Pourtant, pendant même qu'il lui parlait, la tête décapitée de sa dernière victime reposait dans le coffre de sa voiture, garée juste à l'extérieur du bâtiment. Alors les tueurs en série sont-ils fous ? Eh bah pas selon la loi. La folie au sens juridique n'a rien à voir avec l'horreur des crimes. Une personne est considérée comme pénalement irresponsable uniquement si elle ne comprend pas la différence entre le bien et le mal. Mais alors comment expliquer des actes aussi inimaginables que ceux d'Albert Fish par exemple ? Cannibale sadique, qui écrivait aux parents de ses victimes pour leur décrire avec une précision abjecte à quel point leur enfant avait été un bon repas. Le jury l'a déclaré aliéné, mais a tout de même estimé qu'il méritait de mourir. En réalité, très peu de tueurs en série parviennent à plaider la folie avec succès. Certains, comme Ed Gein ou Peter Sutcliffe, considérés comme profondément perturbés ou présentant un retard mental, ont obtenu un classement psychiatrique. Mais la majorité échoue. Notamment parce que les tueurs en série sont souvent très calculateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la simulation de la folie est parfois une tactique. Cela permet d'éviter la peine de mort ou espérer une libération ultérieure après guérison. Ed Kemper, par exemple, a réussi à convaincre des experts qu'il était réhabilité et a été libéré, avant de recommencer à tuer. D'autres vont même jusqu'au ridicule pour semer le doute. John Haig, le tueur à l'acide, a bu sa propre urine devant les jurés pour prouver sa démence. Il n'a réussi qu'à les écœurer davantage. Beaucoup de gens confondent à tort le mode opératoire et la signature d'un tueur. Pourtant, il s'agit de 2 éléments bien distincts. D'abord, le mode opératoire désigne la façon dont un criminel s'y prend pour commettre son crime. Il s'agit des méthodes qu'il utilise pour préparer, exécuter et parfois dissimuler son acte. Par exemple, certains tueurs passent à l'action uniquement la nuit. D'autres attendent patiemment dans leur voiture, à la recherche d'une cible bien précise. D'autres simulent une détresse, comme une blessure ou un problème quelconque, pour susciter la pitié et attirer leurs futures victimes. Le mode opératoire comprend plusieurs aspects. Le type de victime visée, que ce soit un homme ou une femme. Le lieu et le moment de l'agression. Dans une maison, un parking, un véhicule, un parc. Cela peut se passer en plein jour ou pendant la nuit. Les objets ou les armes qu'ils utilisent. Ça peut être une corde, un objet ou encore une arme à feu. La manière d'approcher ou de neutraliser sa victime. Il peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, en ayant un déguisement ou un uniforme, ou marcher avec des béquilles. Et tout autre élément distinctif lié à l'exécution du crime. En résumé, le mode opératoire est la technique, l'approche pragmatique utilisée par le criminel pour mener à bien son méfait. Mais la signature, elle, est différente. La signature d'un tueur peut être comparée à sa carte de visite.
un élément distinctif qu'il laisse systématiquement sur chaque scène de crime. Elle correspond souvent à ce qui sort de l'ordinaire, à ce qui rend le meurtre unique, différent de tout ce qu'on a pu observer jusque-là. Lorsqu'un détail rare ou étrange apparaît sur une scène de crime et qu'on le retrouve à nouveau dans un autre meurtre commis quelques semaines plus tard, cela indique très probablement qu'un même individu est à l'origine des deux crimes. Prenons un exemple tout simple. Si un assassin frappe sa victime de manière excessive, au-delà de ce qui est nécessaire pour la tuer, la viole avec un objet métallique, puis dispose intentionnellement son corps dans une posture vulnérable et dégradante, jambes écartées par exemple. Et là on est clairement face à quelque chose d'inhabituel. Si un autre meurtre présente des éléments similaires, même avec quelques variations, cela suggère fortement qu'il s'agit d'un même auteur. Ce type de comportement constitue la signature du tueur. Tous les tueurs en série ont une signature, que ce soit durant l'acte ou après le meurtre. Albert de Salvo par exemple laissait les cadavres de ses victimes dans des positions grotesques et humiliantes, avec la jupe remontée et les jambes repliées. En somme, on peut dire que la signature correspond à ce que le tueur a fait en plus. Des actes qui ne sont pas nécessaires pour tuer, mais qui satisfont un besoin personnel. Les enquêteurs doivent également se demander si l'agresseur a pris des risques inutiles en attaquant dans un lieu public ou très fréquenté, ou si le domicile visé semblait occupé. Comprendre et identifier la signature d'un agresseur est une compétence cruciale dans les enquêtes criminelles, en particulier lorsqu'il s'agit de criminels en série. C'est souvent ce qui permet non seulement de les arrêter, mais aussi de les poursuivre efficacement en justice. L'affaire David Vasquez en est un exemple marquant. En 1984, une femme de 34 ans, Carol Ham, est retrouvée violée et étranglée dans son domicile à Arlington, en Virginie. Son corps est placé face contre terre, les mains attachées dans le dos avec une corde complexe. L'auteur du crime semble avoir passé beaucoup de temps sur place. Il ne s'est pas contenté de tuer, il a orchestré la scène comme s'il suivait un rituel. Il a déplacé la victime dans plusieurs pièces de la maison, lui ordonnant même de se brosser les dents, ce qui révèle un besoin profond de domination. Ces gestes n'étaient pas nécessaires pour commettre le meurtre. Ils font partie de ce que les criminologues appellent donc une signature. À cette époque, David Vasquez est désigné comme suspect. Des témoins l'auraient vu à proximité de la scène. Il n'a pas d'alibi et son QI est très faible. Craignant alors une condamnation à mort, ses avocats le persuadent de plaider coupable. Il est alors condamné à la prison à perpétuité. Seulement, 3 ans plus tard, en 1987, un nouveau meurtre survient à seulement quelques rues du précédent. Cette fois, la victime est Debbie Davis, 44 ans. Elle est retrouvée nue, allongée sur le ventre dans son lit, ligotée de façon presque identique. Elle a également été violée et étranglée, et son corps est encore une fois laissé bien en vue. L'agresseur semble avoir pris son temps, exactement comme dans le meurtre de 1984. Or, au moment de ce second crime, David Vasquez est encore derrière les barreaux. Ce nouvel élément pousse la police d'Arlington à faire appel au NCAVC, le Centre national d'analyse de crimes violents. Ces derniers commencent à comparer alors plusieurs éléments survenant de différentes affaires non résolues entre 1984 et 1987. Les enquêteurs du NCAVC identifient un même mode opératoire et une signature constante dans ces différents crimes. Tous les éléments mènent à un autre suspect, Timothy Spencer, surnommé le Southside Strangler, responsable d'au moins 5 meurtres. Des preuves matérielles viennent confirmer l'analyse comportementale. David Vasquez était en fait innocent. Le véritable assassin de Carol Ham était bel et bien Timothy Spencer. La justice reconnaît alors son erreur et Vasquez sera blanchi et libéré. Aussi méticuleux et calculateurs qu'ils puissent être, les tueurs en série finissent inévitablement par commettre une erreur qui mette fin à leur règne de terreur. Si certains arrivent à échapper à la police pendant plusieurs années, l'histoire nous a montré que la compulsion et l'orgueil sont leurs pires ennemis. Ces failles sont le syndrome d'une personnalité déviante et souvent narcissique. Ils sont incapables de résister à l'envie de laisser une marque indélébile. Un grand nombre de tueurs en série ne se contentent pas de perpétrer leurs crimes dans l'ombre. Ils ressentent souvent le besoin viscéral de reconnaissance. Une nécessité irrépressible d'affirmer leur supériorité intellectuelle face aux enquêteurs et aux médias. Ce désir de mise en avant peut se manifester sous différentes formes, envoi de lettres anonymes, jeux de pistes, messages codés ou encore provocation directement aux forces de l'ordre. Dans leur esprit, ils ne sont pas de simples criminels, mais de véritables maîtres du jeu, des génies du crime capables de berner tout un système judiciaire. Et cette soif de gloire est une manifestation typique de leur narcissisme. Ils ne veulent pas simplement tuer, ils veulent que le monde entier sache qu'ils ont tué. Et surtout, qu'ils reconnaissent leur intelligence et leur audace. Pourtant, c'est précisément cette arrogance qui les pousse à faire des erreurs. Prenons le cas de Dennis Rader, alias BTK. Ce tueur méthodique a tué plusieurs personnes entre 1974 et 1991, avant de disparaître pendant plus de 10 ans. Il aurait pu rester impuni pour tous ses crimes, mais son besoin maladif de reconnaissance l'a poussé à commettre une erreur irréversible. En effet, en 2004,
Frustré de plus être sous le feu des projecteurs, il reprend contact avec les autorités en leur envoyant des lettres anonymes. Un jour, il demande naïvement aux enquêteurs si une disquette envoyée anonymement pourrait être tracée. La police saute alors sur l'occasion, lui disant que non. Mais les policiers analysent les métadonnées de cette dernière et y découvrent son nom et celui de son église. Ce simple acte de vanité la conduit directement à son arrestation. Un autre piège dans lequel tombent de nombreux serial killers est leur incapacité à couper le lien avec le crime. Pour certains, tuer ne suffit pas. Ils ressentent un besoin impérieux de prolonger l'expérience meurtrière en conservant un souvenir tangible de leur crime. Ces trophées peuvent être de différentes natures, comme des bijoux, des os, des crânes ou même des organes. Cela peut être expliqué de plusieurs façons. Ça peut leur permettre dans un premier temps de revivre le meurtre. En conservant un objet ou une relique du crime, ils peuvent se replonger dans l'adrénaline du moment, ressentir à nouveau l'excitation du meurtre. Mais cela peut aussi s'expliquer par leur envie d'asseoir leur domination. Ces trophées sont la preuve ultime de leur pouvoir absolu sur leurs victimes. Ils peuvent aussi vouloir créer une collection de leurs œuvres. Certains considèrent leur crime comme un art macabre et veulent se souvenir de chaque exploit. Un exemple frappant de cette obsession existe dans l'histoire criminelle de Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus dérangeants de notre histoire. Il conservait des têtes humaines dans son frigo et nettoyait les os pour les exposer comme des reliques. Enfin, si la plupart des tueurs en série suivent un schéma précis, certains tentent parfois de brouiller les pistes en modifiant leur manière de tuer. Ce changement peut être motivé par plusieurs raisons. Ça peut être par une lassitude du même mode opératoire, certains ressentent le besoin de diversifier leurs crimes pour continuer à éprouver du plaisir. Un tueur qui sent que les enquêteurs se rapprochent peut être tenté de modifier son mode opératoire pour échapper à leur vigilance. Enfin, certains serial killers ne sont pas seulement des assassins, mais aussi des expérimentateurs du crime, curieux d'essayer différentes techniques pour maximiser leur plaisir et minimiser les risques. Les experts en criminologie sont capables de repérer des similitudes dans les crimes, même lorsque le mode opératoire évolue. Gary Ridgway, le Green River Killer, a tué des dizaines de femmes entre 1982 et 2001. En changeant progressivement sa méthode, il a laissé des indices qui ont permis de faire des rapprochements entre les affaires et d'orienter l'enquête vers lui. Alors combien y a-t-il eu de serial killers dans l'histoire de l'humanité? Des centaines, des milliers, voire peut-être bien plus. Comme on l'a vu, le concept même de tueur en série est assez récent, il date des années 70. Avant cela, ces types de personnes existaient, mais on ne savait pas comment les classifier. Ils restaient alors invisibles aux yeux de la société. On estime aujourd'hui qu'il y a eu entre 3000 et 4000 tueurs en série identifiés à travers le monde. La majorité d'entre eux ont sévi au XXe siècle, avec un pic terrifiant entre les années 70 et 90. Les États-Unis concentrent à eux seuls près de 3000 de ces profils. Viennent ensuite la Russie et le Royaume-Uni. Puis d'autres pays moins documentés, comme la Chine où les données sont rares voire secrètes. Dans certains coins du monde, des tueurs ont probablement agi, sans jamais être découverts, invisibles, voire oubliés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'avec celle-ci vous en saurez un peu plus sur les différents types de tueurs en série. Comme je vous l'ai dit, cette chaîne va être spécialement consacrée aux plus grands serial killers. Alors pour ma part, je vous dis à dans 2 semaines pour un numéro spécialement consacré à un de ces tueurs.